Alain Bauer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Vous publiez cette encyclopédie passionnante qui vaut bien son poids, encyclopédie des espionnes et des espions. Et alors ce titre a son importance puisque on découvre en vous lisant que y a eu beaucoup plus de femmes espionnes qu'on l'imagine. Vous le premier d'ailleurs, Alain Bauer. Absolument, ça a été ma grande découverte. Alors on a toujours l'image de la femme espionne, la danse des 7 voiles, plutôt en version horizontale, sur l'oreiller. Malheureusement comme dans les James Bond, oui. Souvent dans les James Bond. Sauf le dernier, où un début de commencement d'idée que la femme espionne pourrait avoir un rôle plus actif et plus debout que couché est arrivé. Mais en fait, dans la réalité, on découvre que depuis très longtemps, des femmes espionnes ont été sur le terrain, combattantes, agissantes, chefs de réseau, et pas seulement susurrant à l'oreille du bel ennemi endormi. Et oui, Joséphine Baker. Et voilà, à l'ouverture de votre livre, la première page, Joséphine Baker, panthéonisée fin novembre, elle fait son entrée au Panthéon. Elle a été une grande espionne. Elle a été une très grande artiste et donc une très grande espionne, à tel point même d'ailleurs qu'elle a reçu du général de Gaulle les 3 médailles les plus importantes avec la Légion d'honneur et qu'elle a reçu les honneurs militaires américains, ce qui n'était jamais arrivé au moment de son décès. Donc ce sont des... Voilà. Et donc elle a, à la fois à Paris, mais aussi parce qu'elle était en tournée un peu partout, transmis des messages, récupéré des messages, eu une action extrêmement déterminante pour la transmission de l'information. Sur des petites partitions de musique, à l'encre sympathique qu'elle cachait dans ses vêtements. Absolument. Incroyable. Alors ça, c'est plutôt classique, hein, l'encre sympathique ou le micro-point. Ah bon, mais, pas pour les néophytes ou les comme fausses nous. images. Mais elle a fait ça avec beaucoup de courage et de détermination parce que son statut ne l'aurait pas empêché d'être torturée ou assassinée si elle avait été prise. Donc elle a été une grande chef d'orchestre, comédienne chef d'orchestre d'un réseau très efficace durant la Deuxième Guerre mondiale. Votre ouvrage balaie plus de 3000 années de renseignements. Alors évidemment, l'espion évolue au fil du temps, mais j'imagine qu'il y a des points communs. Qu'est-ce qui fait un bon espion ou une bonne espionne? Quelqu'un qui sait écouter, parce que les gens parlent toujours beaucoup, énormément, et 99% de l'activité du renseignement, elle est ce qu'on appelle ouverte. Récolter l'information. Voilà, blanche, grise, un peu entre deux. C'est très rare d'avoir de la manipulation structurée, des opérations de retournement, de pression. Beaucoup des éléments d'information, la collecte est très très large. L'analyse est un sujet un peu plus compliqué sur lequel on a beaucoup de retard, mais qui se rattrape depuis 2015. Et puis l'action, ça a toujours été très classique et très James Bondien, avec des gadgets, des armes, des équipements, des décisions de liquidation, d'élimination, d'exfiltration, qui là relèvent plus du film. Finalement, plus on est invisible, plus on se fond dans le paysage, meilleur on est comme espion. Absolument, c'est d'ailleurs beaucoup d'espions brillants, beaucoup d'espions extrêmement déterminants ont été des amateurs, pas du tout des agents professionnels. Le plus impressionnant étant William Stephenson, l'homme du British Security Coordination, qui était installé à New York et qui a organisé durant toute la Deuxième Guerre mondiale, à la demande de Roosevelt et de Churchill, le plus grand réseau d'espionnage. Il recrutait, c'est ça, des espions lui-même, des comédiens, des comédiennes, des agents, des décorateurs de plateau qui ont inventé par exemple une fausse armée britannique gonflable qui a beaucoup perturbé les espions allemands qui pensaient qu'elle existait vraiment. C'était des morceaux de bois et du caoutchouc. Beaucoup d'opérations très compliquées, l'opération Garbo comme Greta, mais qui elle-même l'était. Espionne. Mais là, c'était un agent qui s'appelait Garbo et qui a un peu organisé l'affaire du faux cadavre, enfin du vrai cadavre avec les faux éléments sur le faux débarquement allemand qui a là aussi beaucoup perturbé les Allemands. Donc c'était des esprits extraordinairement brillants et qui utilisaient tous les moyens disponibles. Et vous avez raison, moins ce moyen était visible, plus on était fondu dans le paysage, plus tout était naturellement et plus ça passait. Normal et plus ça passe. J'ai découvert dans votre livre que Roald Dahl, l'auteur de livres pour enfants, Charlie et la chocolaterie, était espion. Oui, de William Stephenson, d'ailleurs du BSC. Alors il était un espion bizarre parce qu'il d'abord il a été pilote, il a été abattu et au moment où il a été remis sur pied, il a été envoyé comme attaché diplomatique aux États-Unis et il a été dans l'équipe de Stephenson et donc il a été un espion comme l'inventeur de James Bond l'a été lui-même puisqu'il écrivait pas seulement des romans mais il écrivait aussi des légendes. Est-ce qu'avec l'évolution, on parlait de 3000 ans évidemment balayés dans le livre, alors vous évoquez par exemple le chevalier Léon sous Louis XV qui était...
le ou la, on ne sait pas effectivement, parce qu'il était transformiste. Donc, oui, enfin, on sait que c'est un homme maintenant, voilà. mais il a commencé sa carrière comme agent de renseignement, comme étant la très proche de l'impératrice de Russie, la très proche. Mais en même temps, avec l'évolution, et j'imagine la révolution numérique que l'on est en train de vivre, la manière de travailler des espions a dû fortement évoluer, et notamment aussi la double identité. C'est beaucoup plus difficile de se cacher aujourd'hui. Alors c'est plus compliqué parce qu'il est difficile d'inventer des légendes avec des états civils qui sont numérisés, et en même temps tout ce qui est numérisé est fragile, peut être modifié, et donc ça dépend d'où vous venez. Il y a plein de petites villes qui ne sont pas numérisées et dont le nombre d'enfants morts à la naissance mais qu'on retrouve comme espions de l'Est, par exemple, est considérable. Au Canada, pour les États-Unis, pour prendre cet exemple le plus fréquent. Donc ça va encore durer un petit moment, à la fois parce que tout n'est pas numérisé, et ensuite parce que dans ce qui est numérisé, tout peut être manipulé. Et alors, est-ce qu'on retrouve des agents doubles comme on a pu en trouver? Vous donnez l'exemple de ce haut fonctionnaire français, Georges Pack, qui pendant 20 ans livre des informations confidentielles à l'URSS sur l'activité du gouvernement français. Est-ce qu'un Georges Pack aujourd'hui existe, je ne sais pas moi, au sein du gouvernement? Alors, le nôtre, je ne sais pas, mais récemment, les États-Unis ont arrêté un couple d'espions, un homme et une femme, officiers américains, qui voulaient vendre des secrets atomiques ou de la Navy, de l'US Navy, à une puissance étrangère non encore totalement identifiée. Et je vois dans vos yeux rieurs que vous pensez à un pays. Alors, en fait, je pense à deux pays, ah bon, et voilà, deux très grands pays, très à l'est. Très à l'est, donc pas à la France. Non. La France est plutôt respectueuse des conditions de travail vis-à-vis de ses alliés, et elle ne fait pas partie des pays qui ont un double ou un triple jeu. La Russie n'est pas un allié, donc la Russie c'est un adversaire, éventuellement un ennemi. Enfin, on peut le considérer comme on veut, mais on n'est pas dans les alliances historiques et traditionnelles. Le seul pays qui s'était permis d'espionner les États-Unis au sein de sa propre alliance étant Israël, avec l'affaire Pollard, qui s'en était mordu les doigts pendant très longtemps parce qu'ils n'avaient pas pu résister à l'appât de l'information. Un agent qui vient leur donner des informations internes, voilà, ils auraient dû le refuser, ils ne l'ont pas fait, mais en même temps, ils ne l'ont pas récupéré au moment où il s'est enfui. Est-ce que aujourd'hui le métier d'espion se démocratise? Je pose la question parce qu'on a de plus en plus d'ouvrages comme le vôtre finalement, qui fait aussi davantage connaître ce métier-là. Alors, beaucoup d'anciens directeurs du renseignement se sont mis à écrire des livres, ce qui est toujours très étonnant. Roger Libaud, Alexandre de Maranche, avec Christine Ockrent d'ailleurs. Donc, on a une profusion d'ouvrages, Bernard Bajolet, il n'y a pas très longtemps, qui sont plus ou moins autobiographiques et abordent plus ou moins le sujet. Moi, j'avais écrit avec Marie-Christine Dupuy-Danon un ouvrage où tous les anciens patrons du renseignement racontaient leur carrière, ce qu'ils avaient fait, leur coup d'éclat, etc. Et en fait, on devait un peu les restreindre. Mais c'est ça, ça pose pas de problème, ça, quand normalement on ne doit rien dire et que c'est un métier secret. Le passé permet de dépasser beaucoup de choses. Mais il est vrai que le métier se démocratise, se féminise considérablement, notamment depuis 2015, et il se reféminise. Comme j'explique, le SOE anglais, durant la guerre, il y avait beaucoup de femmes, notamment pour les opérations en France et dans les pays occupés. Et là, il se féminise et donc il se démocratise. Et il est plus transparent et c'est plutôt une bonne chose. Eh bien voilà, on peut tous devenir peut-être espion ou espionne aujourd'hui. Merci Alain Bauer. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.